et j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence qui est donnée en l'honneur de Gaëlle Guizen, notre Alumni Award de cette année, qui est diplômée en physique 2012 de l'EPFL. Elle a reçu ce prix lors de la magistrale en octobre dernier, et c'est une distinction qui est bien méritée dans son cas. Son parcours est remarquable, c'est un exemple de curiosité scientifique, d'audace et d'engagement total dans tout ce qu'elle entreprend. Elle a été formée ici même, sur ce campus, aux exigences et à la rigueur de la physique. Gaëlle a ensuite bâti les fondations d'un parcours hors du commun, où sa soif de comprendre les lois de l'univers s'est rapidement transformée en soif d'explorer. Alors, elle a exploré les étoiles à travers son engagement dans les missions spatiales, exploré le ciel en repoussant les limites du parachutisme de haut niveau et exploré les abysses en établissant des records du monde de plongée en profondeur. Ce qui frappe peut-être le plus au-delà des performances, et ça vous le verrez, c'est la manière dont elle accomplit tout cela avec une simplicité désarmante et un calme solaire. Savoir que ce parcours a pris racine ici à l'EPFL, sur ce campus, nous rappelle combien c'est un lieu d'opportunité, de rencontre et de révélation, un endroit où l'on apprend non seulement à maîtriser des équations, mais aussi à oser imaginer l'impossible. Nous nous réjouissons de l'entendre nous raconter son parcours en avant-première, car demain, Gaëlle Guizen sera l'invitée de la matinale sur la RTS, où vous pourrez également la retrouver sur les ondes. Avant de lui céder la parole, c'est le professeur Claude Nicolier, astronaute et professeur honoraire à l'EPFL, qui va l'introduire. Avant de lui passer la parole, j'aimerais simplement vous dire qu'il y aura effectivement une séance de questions-réponses, donc notez bien vos questions, et vous pourrez après aller aux 2 micros qui sont là pour les poser, et puis après, normalement, on a un apéro pour continuer. Donc, un grand merci à tous d'être là ce soir. Et le professeur Nicolier, je vous appelle pour introduire notre hôte. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gaëlle. Et merci Leïla pour ce message d'ouverture. C'est pour moi un grand plaisir et privilège de dire quelques mots d'introduction avant la présentation de Gaëlle Guizen. Alors le titre qui était proposé, c'est « Une vie d'exploration entre étoiles, ciel et abysse ». Alors il y a ces 4 éléments, il y a l'exploration, les étoiles, ciel et abysse. Mais en plus, il faut bien comprendre que chez Gaëlle, il y a un immense courage, talent, discipline, rigueur, des qualités de communication qui sont absolument remarquables. Elle a inspiré tellement de jeunes et de moins jeunes, elle va continuer de le faire. Donc c'est largement au-delà de ces éléments que sont l'exploration, le ciel, les étoiles et les abysses. Alors, elle est née à Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg. Ça a déjà été mentionné, études ici à l'EPFL. Un master en physique en 2012 avec un mineur en technologie spatiale. Et puis seulement 3 ans plus tard, un doctorat en astrophysique à Paris, CEA à Saclay. Et en parallèle avec ses études, elle a pratiqué beaucoup le parachutisme d'une part et la plongée, y compris la plongée profonde. Elle a rejoint des clubs de saut par équipe en France, puis rejoint l'équipe de France elle-même dès 2018. Plusieurs titres nationaux qu'elle a reçus. Et puis il y a eu cette victoire en Coupe du Monde de saut en V4, c'est-à-dire du saut en relatif avec 4 personnes, féminin en 2025. Son objectif pour 2026, un de ses objectifs, parce que c'est une personne qui a tellement grand nombre de talents qu'il y a plusieurs objectifs, mais l'objectif majeur en matière de parachutisme, c'est le championnat du monde cette année qui devrait avoir lieu en octobre, sauf erreur. Toujours repousser les limites. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les écrits qui sont relatifs
à Gaëlle. En matière de plongée, elle a eu le record du monde de plongée profonde féminin, 222 mètres, c'était en 2024. Et puis un peu plus tard, c'était en août 2025, 230 mètres en plongée dans une grotte près de Cassis. Donc il y a deux types de plongées profondes, il y a les plongées en mer et il y a les plongées en grotte. Évidemment, les grottes, on a certaines limitations. Typiquement, on ne peut pas aller plus bas que le fond de la grotte elle-même, mais elle a atteint ces 230 mètres. Avec Recycleur. Recycleur, elle va certainement parler. C'est un système où on n'a pas de... Comme on a les plongées normales jusqu'à 30, 60 mètres maximum, c'est avec une bouteille, puis il y a des bulles qui sortent. Le Recycleur, le système est recyclé, donc on inspire un mélange d'oxygène et puis un gaz qui peut être de l'azote, mais pour des profondeurs plus grandes, c'est typiquement de l'hélium ou même de l'hydrogène. Donc on n'a pas de sortie de bulle, c'est beaucoup plus silencieux également, ce qui est évidemment un plus. Alors ton record a été battu en janvier de cette année, 250 mètres, par une dénommée Virginie Pédan, c'est juste. Mais encore une fois, ces records, il y a un record qui est battu à un moment donné, et puis par la suite, eh bien, ce record est à nouveau battu par d'autres personnes, et je suis certain que Gaëlle va continuer cette progression vers les profondeurs. Alors en plus, maintenant, elle est au CNES, elle travaille sur le projet de Dragonfly dont elle va parler. C'est une espèce d'hélicoptère ou de libellule qui va se déplacer dans l'atmosphère de Titan, le plus grand satellite de Saturne, pour des études du sol et la présence éventuelle de signes de vie sur la surface de cette lune de Saturne qui s'appelle Titan. Et puis elle travaille également sur le projet Ariel, étude d'exoplanètes. Elle a d'ailleurs travaillé sur le projet Khéops, qui est un satellite qui est déjà en orbite depuis quelques années, pour la caractérisation des exoplanètes. Alors, en ce qui me concerne, bon, j'ai été astronaute, donc j'ai vécu déjà des aventures dans des environnements relativement extrêmes, mais la plongée profonde, c'est un domaine que je ne connaissais pas tellement. Et le week-end dernier, je me suis penché sur un peu de littérature sur la plongée profonde. Et je dois vous dire que j'ai été absolument terrorisé. Cette plongée profonde, si vous descendez à 230 mètres, ce qui était le cas pour Gaëlle, sa plongée la plus profonde jusqu'à maintenant, vous avez une pression de 24 bars. C'est un bar qu'on a à la surface de l'eau, puis ensuite c'est un bar de plus pour chaque 10 mètres de profondeur, donc ça fait 24 bars en tout. 24 bars, c'est 24 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Et tout votre corps est exposé à cette très haute pression, et puis le mélange de gaz que vous respirez, qui doit avoir de l'oxygène bien sûr, mais qui peut avoir d'autres composantes, comme je l'ai mentionné avant, et dont elle va certainement parler. On respire un gaz à cette pression de 24 bars. Et je dois vous dire que moi, ça me terrorise. Les astronautes, ils vivent finalement entre 1 bar, c'est la pression qu'on a à l'intérieur de la cabine, on avait à l'intérieur de la cabine de la navette 1 bar, donc pression atmosphérique au niveau de la mer, avec 80% d'azote et 20% d'oxygène. Et puis si on fait une sortie extravéhiculaire, eh bien, la pression descend à 1/3 de bar oxygène pur, ce qui est le cas dans le scaphandre EMU, Extravehicular Mobility Unit, utilisé dans la navette spatiale et actuellement dans la station spatiale. Donc on a un tout petit domaine de variation de pression, mais aller de 1 bar à 24 bars, moi je dois vous dire que ça me terrorise. Et en fait, j'ai même relativement mal dormi cette semaine parce que je me réveillais puis je me suis dit, mon Dieu, cette très forte pression sur le corps, c'est quelque chose qui me terrorise. Et j'espère, Gaëlle, que tu auras l'occasion de me tranquilliser un peu pendant ta conférence et puis également d'exposer un peu le challenge, le défi de cette exposition du corps à des très hautes pressions, parce que il y a la toxicité de l'azote, toxicité de l'oxygène, il y a un autre phénomène qui s'appelle le syndrome nerveux haute pression, il y a toutes sortes de problèmes potentiels. Moi, ça me terrorise. Alors, on se réjouit beaucoup de t'entendre, Gaëlle, parce que tes aventures sont d'une dimension extraordinaire. Et je trouve que cette combinaison de ces aventures d'exploration
dans le ciel, en grande profondeur, en plus de ton talent et de tes activités d'ingénieur spatial, d'astrophysicienne. C'est une combinaison absolument extraordinaire et tout à fait rare. Et on se réjouit vraiment de t'entendre, Gaël. Merci d'être venu et de partager avec nous toute ton expérience si profonde et si extraordinaire. Et puis je vais terminer par une citation de Gaël. Jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller. Elle va vous en parler maintenant. Je te passe la parole, Gaël. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Claude. Merci à vous tous d'être ici. Alors, c'est vrai que j'ai appelé cette présentation une vie d'exploration. J'aurais pu aussi appeler ça l'exploration d'une vie, finalement. Mais surtout, ce que j'aimerais vous communiquer ici, c'est toutes ces activités. En fait, elles ont débuté ici, à l'EPFL. Et je vais essayer de vous en parler. Et je vais commencer par quelque chose qui peut peut-être vous surprendre, c'est la plongée. Parce que j'ai commencé la plongée ici, à l'EPFL. Non, ça ne marche pas. Je peux le faire comme ça? Non, même pas. Ah, bon, on verra. Donc en fait, j'avais pu commencer la plongée au travers des sports universitaires. En fait, on était descendu à Saint-Tropez et j'ai pu commencer à passer mes premiers niveaux. Et quelques années plus tard, c'est là que j'ai découvert la plongée au recycleur. Et c'est cette machine que j'ai sur le dos, en fait, que vous pouvez voir là. Et c'est vraiment une machine absolument incroyable parce qu'elle vous permet de rester dans l'eau pendant vraiment très 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 longtemps. On respire dans une boucle fermée. On a une cartouche de chaud qui capte le CO2. On peut rajouter de l'oxygène avec une petite bouteille de 2 ou 3 litres. Pour ceux qui font de la plongée, c'est vraiment pas beaucoup. Et avec ce matériel-là, on peut avoir une autonomie de 6 heures sous l'eau. Alors là, on a le temps vraiment d'aller explorer, parce que c'est ça que j'aime faire, finalement, c'est explorer. Comme ici, ça c'est une épave qui est à Gênes, qui s'appelle le Haven, qui est la plus grande épave de Méditerranée, qui est absolument magnifique. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières plongées, on va dire, engagées. Le fond est à 80 mètres, donc on commence déjà à respirer 9 bars de pression. On commence déjà à respirer de l'hélium, effectivement. Pour éviter la toxicité de l'oxygène, la narcose due à l'azote. Et donc, c'est là que je me suis sentie en fait, vraiment très bien. C'était des plongées de 2 heures avec tout ça, là. Hein. J'ai des amis qui m'appellent le sous-marin. Bon, c'est pas faux. Et finalement, on a tout qui est redondé. On peut régler tous les problèmes sous l'eau. Et je vais être très honnête, on se sent très bien. on respire un gaz qui a la même pression que l'extérieur, donc c'est absolument pas comme en apnée où on peut avoir une sensation de pression. Finalement, on ne la sent pas quand on respire. Quand j'étais d'ailleurs à 230 mètres, c'est ça qui était très très remarquable, c'est qu'en fait, on ne sent pas cette pression. Si mon ordinateur me l'affichait pas, je me sentais comme à 20 ou 40 mètres finalement. Et ça, c'est vraiment assez remarquable. Alors vous imaginez bien que s'équiper avec tout ce matériel, c'est assez pénible en fait. Et c'est absolument pas fait pour le monde de la surface. Mais bon, une fois que la poussée d'Archimède fait son effet, eh bien, ça va beaucoup mieux. L'eau, elle nous refroidit aussi, parce qu'en général, dès qu'on commence à s'équiper, on va se déshydrater très, très rapidement. Et donc, quand on se met dans l'eau, quand on descend sous la surface, c'est plus un sentiment d'apaisement en fait, qu'on a. Le recycleur, il ne fait pas de bulles, ou que très peu, comme vous pouvez le voir dans ces images ici. Et si on travaille la flottabilité et des techniques de palmage, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici au Mexique, avec un peu de discipline, on peut ne pas toucher l'environnement qu'on est en train d'explorer. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que vous voyez là des milliers d'années d'histoire géologique, finalement, en un seul coup d'œil. On peut rester des heures et des heures dans ces grottes à explorer et à découvrir. On a presque même l'impression qu'on est accepté par le milieu. Alors c'est un mirage, hein, mais c'est vraiment la sensation qu'on a et c'est totalement réel pour moi.
et on vit littéralement dans un autre monde pendant quelques heures. Un monde presque extraterrestre alors qu'on est resté sur Terre. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable dans la plongée profonde, dans la plongée souterraine également, comme vous pouvez le voir ici. On peut même, avec le recycleur, vu qu'on ne fait pas de bulles, s'approcher de la faune, on peut interagir avec tous ses habitants, un petit peu curieux de ce nouvel environnement. On peut jouer avec un poulpe, avec un mirou, on peut découvrir des endroits que seuls quelques humains ont pu voir. Et ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, depuis l'espace, vous le savez certainement, et Claude Nicollier le sait très très bien, la Terre, c'est la planète bleue. A pale blue dot, comme disait Carl Sagan. En 1990, il avait insisté pour que la sonde Voyager 1 soit commandée à se retourner et prenne des images de la Terre à plus de 6 milliards de kilomètres de distance. Alors ce bleu, c'est également ce qui a surpris les astronautes de la mission Apollo 8, alors qu'ils orbitaient autour de la Lune, et peut-être bientôt ceux d'Artemis 2. Et ils ont vu à l'époque le premier lever de Terre derrière l'horizon lunaire. C'était le 24 décembre 1968. Et ce bleu, ça a aussi marqué les astronautes d'Apollo 17. Eux, ils ont décrit la Terre comme une bille bleue. A blue marble, une oasis dans un vide interplanétaire. Ces océans qui lui donnent cette couleur vraiment caractéristique sont potentiellement aussi le lieu de l'origine de la vie. Cachés au fond des océans, entre les plaques tectoniques, les sources hydrothermales primordiales auraient pu être le lieu de l'origine de la vie et des premières réactions chimiques prébiotiques. Et ça constitue ainsi l'une des principales pistes d'investigation sur l'apparition de la vie. Alors aujourd'hui, ces sources sont habitées par un écosystème d'un autre monde, plongé dans une nuit éternelle, avec des métabolismes qui nous paraissent totalement exotiques, car ils ne dépendent absolument pas de la photosynthèse. Et il existe peut-être des sources hydrothermales extraterrestres, et dans notre système solaire. Alors, de nombreuses lunes de Jupiter, de Saturne et même de Neptune sont ce qu'on appelle des mondes océans. C'est-à-dire des mondes où un océan global est caché sous une épaisse croûte de glace. Alors, c'est le cas d'Encelade, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, la gravité de Saturne, elle déforme le noyau de cette lune. Ça crée de la friction, c'est ça qui donne en fait l'énergie et la chaleur pour créer ces potentielles sources hydrothermales. On pense qu'il y en a, pourquoi ? Parce qu'on voit des geysers. Ça a été observé par le Hubble Space Telescope. Donc on les voit et on pense qu'il y a donc une activité géologique interne et ça pourrait représenter la source d'énergie d'une potentielle vie extraterrestre. Comme c'est le cas aujourd'hui sur Terre, on a cette vie qui utilise cette énergie-là. Et alors ces extrémophiles qui vivent dans des conditions extrêmes sur Terre, ils sont absolument fascinants. Et ils peuvent nous donner des indications à quoi pourrait ressembler la vie sur un autre monde. Que ça soit dans notre système solaire ou sur une exoplanète. Et alors il y a un autre monde qui est très intéressant, on en a un petit peu parlé déjà, c'est Titan, que voilà ici. Alors ça, Titan est aussi un monde océan. Il y a même des cryovolcans, c'est-à-dire qu'il y a du volcanisme avec de l'eau qui gèle au moment où elle arrive à la surface, parce qu'il fait moins 180 degrés à la surface. Et il y a des lacs de méthane liquide sur Titan. C'est le seul endroit dans notre système solaire, autre que la Terre, où il y a de l'eau liquide à la surface. Et de manière permanente, surtout. Et il y a même un cycle du méthane, c'est-à-dire que, comme le cycle de l'eau sur Terre ici, il y a des pluies de méthane, de la condensation, etc. Et donc, on a aussi des molécules chimiques complexes qui ont pu se former à sa surface. Et en fait, on ne voit pas bien la surface depuis l'orbite. Ici, ça, c'est une vraie image. Hein. Vous ne voyez pas la surface parce que finalement, il y a des particules. L'atmosphère est chargée en particules et en aérosols et qui donne cette couleur vraiment très caractéristique de Titan. Et Titan ressemble très fortement à la Terre d'il y a 4 milliards d'années.
Et c'est en fait un laboratoire à ciel ouvert pour investiguer ce qu'on appelle la chimie prébiotique. Donc, c'est-à-dire la chimie avant la vie, ce qui aurait pu donner naissance à la vie. Et on va pouvoir aussi documenter l'habitabilité de tous ces autres mondes et chercher potentiellement des signes de vie, alors qu'on appelle aujourd'hui des biosignatures. C'est très difficile à définir, les biosignatures, parce que finalement, c'est très difficile même de définir ce qu'est la vie et quelle molécule chimique pourrait être attribuée à la vie et laquelle ne pourrait pas. Mais disons que là, on va essayer de comprendre déjà quelles sont les molécules qu'il y a sur place. Et pour ça, eh bien, on a une super mission de la NASA qui s'appelle Dragonfly. Elle va être lancée en 2028. C'est un drone de plusieurs centaines de kilos. Alors, il fait la taille d'une Twingo, vraiment d'une petite voiture. Et il va voler sur cette lune et se poser régulièrement pour réaliser ses analyses chimiques in situ pendant à chaque fois 2 ou 3 mois. Et en fait, il peut voler parce que l'atmosphère sur Titan, elle est vraiment très dense, plus dense que sur Terre. Et la pesanteur est faible, environ 1/7. Donc c'est vraiment, le vol, c'est vraiment le moyen de transport idéal sur cette lune. Alors Dragonfly devrait arriver sur Titan en 2034, après une croisière de 7 ans. Saturne, c'est vraiment loin. Et il va atterrir de manière autonome, comme vous pouvez le voir ici. Il va se décrocher lui-même de la capsule de rentrée de son parachute. Et ensuite, il va pouvoir se poser à différents endroits. Il va pouvoir faire des analyses chimiques, alors d'abord de manière très passive, pour évaluer les éléments qui sont sur ce site-là. Et ensuite, il va pouvoir même prendre des échantillons, on va le voir tout de suite, pour pouvoir les analyser. Alors vous allez voir, il a une petite foreuse, voilà, qui est là, qui va permettre d'aspirer des échantillons par un système pneumatique, qui ensuite vont être collectés à l'intérieur des petites cups, où on va pouvoir même faire des petites réactions chimiques pour pouvoir mieux analyser après l'échantillon. Et ces échantillons qui seront ensuite chauffés et bombardés par un laser, que vous voyez là, pour être analysés en spectrométrie de masse, et donc pour identification vraiment de la molécule chimique. Alors, les échantillons qui seront vraiment très intéressants, qui auront potentiellement des molécules complexes, eux, ils vont pouvoir être chauffés grâce à un four et puis ils vont être séparés dans ce qu'on appelle une colonne chromatographique. En fait, la molécule la plus lourde, elle va mettre du temps à sortir de la colonne. Et ça va aussi permettre de faire la différence entre des molécules gauches et des molécules droites, ce qu'on appelle les énantiomères, pour ceux qui ont fait de la chimie. Et en fait, la vie sur Terre a une préférence. Elle a une préférence pour les sucres main droite et les acides amidés main gauche. Voilà. Et donc là, ça sera l'occasion de vérifier dans un autre monde du système solaire s'il y a des différences en quantité entre ces types de molécules gauche ou droite. Et alors là, je vais vous dire un petit peu plus sur quoi moi je travaille. En fait, la France et le CNES, on a une contribution majeure dans cette mission au travers de l'instrument qui s'appelle DRAMS. Alors c'est le chromatographe gazeux, justement, et des sphères hélium. Alors le chromatographe gazeux, vous pouvez le voir ici, et puis les sphères hélium, elles sont là. Ça, ce sont vraiment les modèles de vol. C'est ceux qui vont aller sur Titan. On est littéralement en train de les livrer en ce moment aux US, au Goddard Space Flight Center. Les sphères hélium, elles sont déjà arrivées la semaine dernière. Le chromato, je crois qu'ils sont en train aujourd'hui de faire la revue d'acceptation. Alors, les petites sphères hélium, là, elles font la taille de 2 boules de pétanque. Hein. C'est vraiment pas gros. Il faudra emmener tout l'hélium pour faire toutes les analyses chimiques après in situ. Alors, vous voyez là, sur le drone, on sera placé devant, finalement, dans l'avant du drone pour récupérer ces échantillons. Alors, l'ingénierie, elle est vraiment, vraiment intéressante parce qu'on a une partie froide, moins 180 degrés à l'extérieur. Et quand on chauffe les échantillons, ça monte jusqu'à 200-300 degrés. Donc vous imaginez les dés de la température, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs thermiciens ici, mais je pense que ça a dû leur faire peur au moment où j'ai donné ces chiffres-là.
Et donc voilà, c'est très très émouvant en fait, parce que de voir ces modèles de vol. Alors le chromatographe gazeux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait à peu près cette taille-là. Sur Terre, un chromatographe gazeux, ça fait 10 fois le même volume. Donc là, on l'a vraiment miniaturisé pour qu'il soit embarqué sur ce drone. Alors certes, lui, il pèse plusieurs centaines de kilos, mais voilà, la science, elle sera faite vraiment par ça. Et moi, j'ai même travaillé sur des toutes petites vannes qui sont à l'intérieur et qui font la taille d'un carré de sucre, en fait. Voilà, pour vous donner une idée. Et alors, je vous ai parlé de cette atmosphère de Titan qui nous permet de voler, et de l'eau, potentiellement, qu'il peut y avoir de manière transitoire. Alors, vous le savez, l'eau, elle est indispensable à la vie sur Terre. C'est un solvant universel. Et en fait, il est recherché partout dans l'univers. Donc, on va même le chercher en dehors de notre système solaire, dans les atmosphères et les océans d'exoplanètes. Alors, depuis la découverte de 51 Pégasi B en 1995, nous vivons aujourd'hui dans une société qui sait que chaque étoile a au moins une planète qui gravite autour. Et elles sont très très diverses, bien plus que ce qu'on aurait pu croire en regardant notre système solaire finalement. Notre savoir ne fait qu'augmenter de jour en jour. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à imaginer à quoi elles pourraient ressembler. Et donc vous en voyez quelques exemples ici. Alors la réalité, elle dépasse souvent l'imaginaire. Par exemple, on a découvert une planète entière en diamant. Voilà. Un système avec 7 planètes de taille terrestre, ou même une réelle planète Tatooine, orbitant un système de 2 étoiles. Alors les atmosphères de planètes, elles absorbent la lumière à des longueurs d'onde vraiment très précises en fonction de leur composition. Alors on va prendre l'exemple de la molécule d'eau, d'accord ? Vous la connaissez peut-être, c'est celle-ci. La molécule d'eau, donc elle a un oxygène et 2 hydrogènes. Et on a l'impression que ces liaisons-là, elles sont figées avec ce modèle-là. Mais je vais avoir besoin de mes assistants, parce que je vais vous montrer que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce modèle-là qui se passe en réalité. En fait, on va avoir des mouvements. On va avoir des mouvements à l'intérieur de la molécule d'eau qui vont être possibles, et c'est ça qu'on va pouvoir finalement détecter. Alors, je vous prie d'applaudir mes... Donc nous avons ici un atome d'oxygène accompagné de ces 2 atomes d'hydrogène, d'accord ? Et donc, ils vont commencer à danser, c'est-à-dire qu'on peut avoir des modes de vibration en avant, voilà, en arrière, exactement. De gauche à droite également, hop, on revient en arrière, voilà, c'est ça, on peut être comme ça, et de haut en bas, hop, voilà. Donc les atomes, ils peuvent bouger comme ça. Merci beaucoup. Et donc j'imagine que vous avez vu, donc ces mouvements sont très différents, ils sont à des fréquences différentes. Et bon, vous avez fait le calcul dans votre tête, bien sûr. Voilà à quoi ça ressemble finalement. Le spectre d'absorption, ça c'est un réel spectre d'absorption d'une exoplanète. Qui a été mesuré par l'un des instruments à bord du James Webb Space Telescope. Et d'ailleurs, vous savez que l'Europe elle a énormément contribué à cette mission, notamment avec un lancement sur Ariane 5, qui a eu une précision d'injection sur la trajectoire qui permet d'économiser énormément d'ergols, l'équivalent à 10 ans de mission. Et on a aussi des instruments à bord de cette mission. Donc ça, c'est vraiment le spectre d'absorption dû à la vapeur d'eau, qu'on peut mesurer sur des exoplanètes. Alors de manière générale, comment on fait ? C'est-à-dire que on a la lumière émise par l'étoile qu'orbite l'exoplanète, et de temps en temps, il y a la planète qui va passer devant. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire le delta entre les deux et regarder quelles sont les longueurs d'onde qui sont absorbées. Et comme ça, on va pouvoir potentiellement voir de l'eau, on en a parlé, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie des transits. C'est au moment où la planète transite devant son étoile. Et donc ça, c'est une mission qu'on est en train de réaliser,
Voilà. C'est l'ESA en fait qui est en train de monter cette mission qui s'appelle Ariel, alors comme la petite sirène. Et donc c'est une mission qui succède à Keops, effectivement, sur laquelle j'ai travaillé ici à l'EPFL, lors de mon projet de master du mineur en technologie spatiale. Et en fait, elle va analyser environ 1000 exoplanètes, très très variées, et qui orbitent différents types d'étoiles pour comprendre la formation et l'évolution des atmosphères des exoplanètes et des systèmes planétaires. Alors au CNES, on contribue avec l'instrument ERS, qui est là-haut, là, que vous pouvez voir. C'est lui qui va réellement réaliser le spectromètre, enfin l'analyse spectrométrique. Et alors tout ça, c'est dans le spectre infrarouge. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller en orbite, enfin en tout cas dans l'espace, parce que finalement notre atmosphère elle-même, elle polluerait les données sinon. Donc voilà, je vous ai parlé de l'atmosphère des exoplanètes, je vous ai parlé de l'atmosphère de Titan, qui va permettre à Dragonfly d'explorer la Lune. Mais vous savez que sur Terre aussi, on vole, bien sûr. Et ça, je pense que Claude Nicolier le sait très bien également. On peut voler avec un avion, bien sûr, avec une navette, on peut. Mais aussi, on peut voler avec son corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle le parachutisme sportif. Alors vous voyez ici, je suis avec l'équipe de France féminine de vol relatif. Et là, on va voler en chute et sous voile. Ça, c'est dans le désert d'Arizona. C'était lors de la Coupe du Monde en 2019. Et cette année, on va retourner exactement là pour les championnats du monde au mois d'octobre. Alors ma discipline, ça s'appelle le vol relatif. Alors il est pratiqué à 4 ou à 8, plus un vidéoman ou une vidéowoman dans notre cas. Et on doit faire un maximum de figures imposées en 35 secondes. Alors c'est un enchaînement de 5-6 figures qu'on va répéter le plus de fois possible. Chaque figure réalisée, elle donne 1 point, mais pour cela, il faut que toutes les prises elles soient faites en même temps. Le programme de la compétition, c'est 10 sauts. Et en fait, il est tiré au sort la veille de la compétition. Donc on ne connaît pas le programme avant d'y aller. On connaît toutes les figures possibles, mais on ne connaît absolument pas l'enchaînement dans lesquels on va devoir faire nos figures. Et donc là, vous avez le chrono vraiment qui s'arrête à 35 secondes. Les juges, après, ils regardent. Nous, on continue, bien sûr. Mais les juges, eux, ils regardent que les 35 premières secondes. Alors le chrono, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo précédente, mais il démarre dès la sortie. Donc en fait, on va déjà sortir accroché. On va essayer de perdre le moins de temps possible pour réaliser déjà la première figure et après enchaîner. Alors en entraînement, on va beaucoup travailler cette synchronicité en fait pour partir chacune au bon moment de l'avion. Et après, on va aussi travailler tous ces enchaînements de figures possibles. J'avais fait le calcul parce que quand il pleuvait à un moment donné. Et en fait, il y a 2 millions de sauts possibles. Donc c'est absolument certain qu'on ne va pas tous les réaliser, mais on va essayer de faire en tout cas toutes les transitions possibles. En tout cas, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire en entraînement. Et alors, les vidéos et cette photo, elles sont en fait de la Coupe du Monde de l'année dernière, en 2025, qu'on a gagnée. Et je pense que vous voyez vraiment la joie qu'on a à travailler ensemble vers ce grand objectif qui va être de devenir championne du monde cette année. On est vraiment une équipe très très soudée, on s'entend très très bien. Et on a même pu faire une simulation martienne au CNES au mois de décembre ensemble. Et en fait, où il s'agissait vraiment de regarder nos performances en tant qu'équipe et en tant qu'individu. Et c'est vrai que ça fonctionnait très très bien et on a passé un super moment. J'aurais dû vous rajouter une photo, mais bon. En tout cas, c'était vraiment génial. Et alors, j'ai débuté le parachutisme à 19 ans, pendant que je faisais mes études ici à l'EPFL. Et j'ai eu la chance de pouvoir sauter et d'atterrir là, je crois. En fait, là, c'était encore une bande de gazon à l'époque. Et donc, on a atterri là. Voilà, pour l'inauguration du Rolex Learning Center.
C'était en 2010, si je me rappelle bien. Voilà, c'était ça. C'était il y a quelques temps. On va pas, voilà, s'attarder là-dessus. Et donc voilà, à l'époque, j'étais dans l'association Aéropolis. On avait pu organiser des sauts en tandem, des initiations au vol. Enfin voilà, on faisait un petit peu tout. Une conférence avec Claude Nicolier également aussi sur Solar Impulse. Enfin voilà, tout ça, c'était vraiment c'est des très bons souvenirs, et c'est là que vraiment tout a débuté. Vous voyez que je suis un peu plus à l'aise maintenant sous voile quand même. Là, j'ai l'air un peu tendue quand même, mais bon, ça va beaucoup mieux. Et alors, il y a quelque chose que j'ai vraiment appris ici, c'est qu'en fait, les grandes choses, comme les diplômes universitaires par exemple, ça s'atteigne uniquement en faisant des petits pas quotidiens. C'est une somme de petits pas. Alors ça me permet en plus de faire le lien avec le spatial et puis l'actualité, parce que vous savez que nous avons une astronaute européenne à bord de l'ISS actuellement, qui s'appelle Sophie Adenau. Est-ce que vous savez comment s'appelle sa mission? Alors je ne demande pas à Claude Nicolier, mais... Epsilon, exactement. Elle s'appelle Epsilon. Est-ce que vous savez pourquoi Epsilon? Parce qu'Epsilon, c'est une toute petite lettre en mathématiques et même dans l'alphabet grec, hein, finalement. Et en mathématiques, on l'utilise pour imager des petits incréments. Et c'est exactement dans cet esprit-là que Sophie Adenau a nommé sa mission. Elle disait les petits pas qui font les grandes choses. Et alors c'est vraiment symbolisé ici par tous les petits points en fait qu'il y a tout autour de ce badge. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important, parce que finalement aujourd'hui, même moi quand je regarde ce que je fais, je me rends pas vraiment compte, mais en fait ça m'a pris 15 ans en fait d'arriver là et de faire ces choses-là et d'avancer petit à petit. Et c'est vraiment une culture d'aller tous les jours en TD ou pas, hein, mais de faire les exercices en tout cas, d'étudier vraiment constamment, quotidiennement, d'aller faire du sport tous les jours. Voilà, tout ça c'est des choses qui se sont vraiment ancrées ici à l'EPFL, avec cette discipline effectivement qui est enseignée. Et je pense que c'est un message, alors non seulement important, mais c'est un cadeau énorme en fait pour toutes les personnes derrière, pour tous les alumni, parce qu'on a ce bagage-là en fait quand on rentre dans la vie qu'on appelle active, comme si on n'avait pas été actif avant, mais c'est vraiment un cadeau pour la suite. Et je pense que je dois énormément à ça et à cet enseignement-là en fait ici à l'EPFL. Et alors, l'EPFL m'a fait découvrir le monde de la physique. J'ai appris comment fonctionne l'univers, et qui est vraiment un système très complexe, et aussi cet esprit en fait d'explorer cet univers, d'essayer de le comprendre. Et j'ai toujours essayé de cultiver en fait cette espèce d'esprit, hein, c'est vraiment ça pour moi, dans toutes mes activités, et c'est vraiment mon moteur principal, l'esprit de cette exploration, d'aller essayer de comprendre, d'aller de plus en plus loin. Alors jusqu'où peut-on aller? C'est vraiment une question très ouverte que je vous reposerai après peut-être à tous. C'est une vraie question, même dans notre connaissance de l'univers, dans notre connaissance des exoplanètes, de Titan, des fonds marins. Vraiment, c'est une question très très ouverte à l'humanité de manière générale en fait. Et alors, il a fallu que je saisisse des opportunités, mais en fait aussi que je les crée activement. Et ça, je pense qu'aussi à l'EPFL, on nous l'enseigne beaucoup, d'être vraiment actif dans notre parcours et dans nos études. Et sur le long terme, alors des fois ça marche pas, hein, c'est absolument clair. On essaye des choses et ça marche pas. Mais sur le long terme, à mon avis, c'est vraiment ce qui m'a permis de vivre des choses totalement incroyables. Et quand j'ai débuté mes études en physique, le parachutisme et la plongée, en fait, c'était par simple curiosité, en fait. Et c'était des questions peut-être très naïves, en fait. Comment ça fonctionne, comment on se sent, qu'est-ce qu'il y a à voir. Voilà, c'était juste ça, on va dire, mais c'est ce qui m'a fait avancer. Et en fait, encore une fois, les petits pas, c'est petit à petit après que j'ai découvert finalement tous ces mondes.
Parce que quand j'ai commencé le parachutisme, je ne savais pas qu'il y avait des championnats du monde dans cette discipline. Je ne savais pas qu'on pouvait être champion du monde de tomber d'un avion. En plongée, c'est pareil. Je ne savais pas que la plongée technique, ça existait, que le recycleur existait. J'avais peut-être vu des photos, mais bon, je ne comprenais pas trop ce que c'était. Et surtout, je ne pensais pas que c'était quelque chose que moi, je pouvais faire. Et puis, même en physique, finalement, je ne savais pas qu'il y a un domaine aujourd'hui qui s'appelle l'exobiologie, l'astrobiologie, où on va aller chercher les origines de la vie sur d'autres corps. Donc voilà, en fait, c'est la curiosité primaire, mais après qui a continué à alimenter en fait tout ce parcours-là et qui continue en fait à l'alimenter. Et alors, je vais être très honnête avec vous, parce que bon, on est ici à l'EPFL, on le sait très bien, on a tous raté des examens, c'était difficile, voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de moments de doute et de remise en question. Quand il y a une plongée qui se passe pas forcément très bien, forcément, on va remettre tout en question. Quand un entraînement se passe pas bien, alors là, bon, c'est plus la performance sportive qu'on va remettre en question. Notre plan d'entraînement, notre capacité à y arriver. En fait, j'ai récemment entendu parler Thomas Pesquet quand j'ai été invitée à l'Élysée, c'est incroyable, pour souhaiter bon voyage à Sophie et à Deneau avec le président de la République. Et Thomas Pesquet, en fait, il a répondu à l'un des élèves qui était présent également, qui lui demandait qu'est-ce qui était le plus difficile dans son entraînement. Et en fait, il a dit, en fait, rencontrer la difficulté, en fait, c'est vraiment pas grave. Il faut absolument pas se heurter la contre. Bien au contraire, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller chercher la difficulté. Parce qu'en fait, enfin, je suis entièrement d'accord, hein, quand ça devient vraiment difficile, en général, c'est l'indicateur qu'on est proche de réussir. C'est vraiment juste après, quoi. C'est comme en randonnée, quand on pense que voilà, on va atteindre le sommet, c'est vraiment ça. Et donc, continuer à travailler dans l'adversité, finalement, c'est vraiment une qualité qui est très importante et que j'ai cultivée ici et voilà, que j'ai continué à développer après, parce que, bon, faut être honnête, j'ai encore eu besoin de l'apprendre. Mais c'est ça qui m'a permis de réaliser mes plus beaux rêves et finalement des choses totalement inespérées. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mes dernières diapositives, il y a des petites photos là en haut. En fait, ce sont les rovers qui sont sur Mars. Et c'est les noms des rovers de la NASA. Spirit, Opportunity, Curiosity et Perseverance. Et vous savez, en fait, ce n'est pas un hasard qu'ils ont été nommés comme ça. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est des enfants qui proposent les noms. En fait, c'est dès le tout premier rover, alors que je n'ai pas mis, qui s'appelle Sojourner, parce qu'il est en honneur à une femme absolument remarquable. À chaque fois, la NASA, elle va proposer un concours où des enfants vont pouvoir proposer des noms. Et je crois même que sur le dernier rover, sur Persévérance, il y a tous les finalistes du concours. Leur nom est gravé sur une plaque sur le rover Persévérance, donc aujourd'hui sur Mars. Et ça, je trouve assez incroyable parce que c'est un peu pareil, ça, je reviens un peu à mes sources. Hein. Parce que finalement, est-ce que c'est peut-être pas ça que j'ai toujours fait et qui est le plus important pour être réellement soi-même, c'est d'écouter en fait l'enfant qui est resté en nous et qui a envie de faire des tours de manège ou de sauter d'un avion, voilà, et qui demande sans cesse mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour la discussion. Ah oui, on se met là-bas. Mais ouais. Ah oui, il y a un deuxième micro là-bas. D'accord. Je sais pas quelle heure il est, si c'était ou pas. Voilà, merci infiniment Galel, c'était absolument magnifique. On a presque la tête qui nous tourne parce qu'il y a une telle variété de
de talent, de capacité. Le spectre est tellement large. Mais en tout cas, merci infiniment pour cette magnifique présentation tellement inspirante. Alors, on va ouvrir la table pour les questions. Moi, j'aurais une question. Tout d'abord, j'aimerais te remercier de m'avoir un petit peu tranquillisé, parce que tu as dit que dans cette plongée profonde en grotte, c'est une citation de toi, on est accepté par le milieu. Oui, on a la sensation, en tout cas. Et puis, en même temps, bien que la pression est très élevée, c'est quelque chose qu'on ne sent absolument pas. Non, on ne la sent pas du tout. Merci. D'accord, donc je suis un petit peu tranquillisé, je vais mieux dormir ces prochaines nuits. J'espère bien, oui. J'ai une question. 222 mètres, tout d'abord pour toi, ensuite 230 mètres, ensuite en janvier de cette année, on a eu un 250 mètres, c'est juste? Oui, alors le 250, lui, il a été réalisé en caisson. Ah, en caisson? Ouais. D'accord. Il a été réalisé en caisson, pas en milieu Pour ouvert. toi, ton record, c'était 230. Oui. Tu as l'intention d'aller plus bas? Alors, j'ai pas une volonté d'aller chercher plus bas dans le sens... les chiffres, en gros, c'est pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire des belles plongées et aller voir des choses que personne n'a vues, en fait. Donc c'est plus ça qui va me motiver. Si c'est plus bas, peut-être que j'irai plus bas. Il faudra le construire. Mais en fait, la plongée à 222 mètres, finalement, j'ai pas vu grand-chose. C'était un peu dommage. Alors le but, c'était la profondeur. Vraiment, c'était l'objectif. Donc c'était très intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que voir quelque chose au fond que personne n'a pu voir, c'est vraiment ça qui m'anime aujourd'hui. Donc la grotte à 230, je suis allée au fond de la grotte, il n'y avait vraiment pas plus bas, j'ai presque creusé. Hein, mais pour la petite histoire, en fait, mon ordinateur de plongée, il m'affichait 229 mètres pendant un petit moment, et je me suis dit, c'est pas un super chiffre, alors j'ai vraiment mis la main comme ça. 230, c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas tant ça qui me motive, c'est pas les chiffres, hein, c'est pas du tout une course à ça, mais c'est vraiment aller voir des beaux endroits. Alors c'est vrai que les records masculins, ils sont à 300 mètres, hein. Donc bon, il y a encore de la marge. Voilà. J'aurais une autre question avant qu'on l'ouvre pour tout le monde, c'est tes sources d'inspiration. Sophie Adenau elle-même, non mais Sophie Adenau, elle a mentionné... Oui, bien sûr. En plus, ça a été mon professeur quand j'étais en mineur en technologie spatiale, bien sûr. Non, mais c'est très aimable de ta part. Mais Sophie Adenau a mentionné spécifiquement, il y a 30 ans, la sortie, bon, pas la sortie extravéhiculaire, mais disons la mission spatiale de Claudie Aigneret. Pour elle, c'était un déclic. Est-ce qu'il y a eu pour toi, à un moment donné, un déclic aussi, que ce soit l'inspiration d'une personne ou d'un événement? Est-ce que c'était le cas? Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un déclic comme ça. J'ai l'impression que moi, c'était plus progressif. Et il y a plusieurs personnalités, effectivement, je pense, qui ont joué. Alors, mes parents, on pourra demander à ma mère, mais qui est là aujourd'hui, ils pensent que ça vient d'une visite que j'ai faite à la Cité de l'Espace quand j'avais 11 ans. Et effectivement, là où j'ai pu voir tous les astronautes européens, dont Claudie Aigneret, effectivement, ça a mis un peu de temps à mûrir, à mon avis, mais de manière un peu plus continue derrière. C'est ça qui m'a alimenté, ouais, tout à fait. D'accord. Merci. Je crois qu'on va ouvrir maintenant pour les questions de l'audience. Donc, la main levée, c'est bien, mais le mieux, c'est d'aller vers un des micros. Il y a un micro là-bas à votre gauche, il y en a un autre à votre droite, ici. Est-ce qu'on m'entend? Si. Merci déjà pour la présentation. Ma première question, c'est dès qu'on finisse les PFL, comment vous avez eu l'idée de faire ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas peur de trouver un emploi, payer les factures? Vous avez cru complètement à vous et dire oui, je veux faire ça et je trouverai les moyens? Ou vous saviez dès le premier jour, ah oui, je veux être exploratrice à tous les niveaux? Comment ça a été pour vous? Alors non, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. En fait, j'ai un peu continué dans ma lancée avec une thèse qui a été vraiment très théorique.
Et en fait, moi, ici à l'EPFL, et ça qui était vraiment super, c'est que j'avais aussi le mineur en technologie spatiale que j'ai pu faire, donc un côté très théorique, un côté un peu plus applicatif. Et donc après ma thèse très théorique, je suis plutôt partie dans l'ingénierie. Je vais être honnête avec vous, en France, la thèse, en tout cas il y a 10 ans, c'était vraiment pas bien reconnu. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que je me suis beaucoup remise en question. Et non, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Moi, mon objectif, c'était de travailler pour une agence spatiale. C'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'ai postulé à l'ESA, au CNES, au DLR, enfin voilà. Je voulais travailler pour une agence spatiale sur des grands programmes. J'ai été embauchée finalement sur un poste en CDI qui n'a absolument rien à voir. Je faisais de la propulsion des satellites. J'avais jamais fait ça. J'avais eu un cours, hein, bien sûr, par Monsieur Nicoli, mais disons qu'en 2 heures, voilà, j'avais pas fait le tour du sujet, c'est absolument certain. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours vendu, c'était une capacité finalement, à apprendre sur le tas, quoi. Et c'est vrai qu'on en doute un petit peu quand même à chaque fois. Hein. Je vais être vraiment honnête. De moins en moins, parce qu'à chaque fois, on se prouve quand même que finalement, ça passe. Donc, ouais, c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu sortir de l'EPFL avec cette idée, bon, je suis une bosseuse, je vais y arriver, quoi. Mais il y avait un peu des biais sociétaux, notamment vis-à-vis de la thèse, qui me faisaient un peu peur. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Je vais continuer, chacun de son côté. Donc bonsoir, donc, merci beaucoup pour la présentation qui résonne, parce qu'effectivement je suis moi-même physicien de l'EPFL et plongeur. Donc, et j'ai peut-être juste une petite anecdote et une question après. La première, c'est que j'ai aussi vu des choses sur les plongées en saturation, où vraiment les plongées sont très très longues et les gens sont encore plus mis sous pression littéralement. Et il disait qu'en fait, ils sont plus loin de notre monde que les astronautes. Parce qu'en fait, apparemment, d'une mission spatiale, on peut revenir en quelques heures, alors que ces plongées-là, il faut quelques jours, voire des semaines pour en revenir. Donc, c'est tout à fait vrai. Donc, pour l'anecdote, moi, la question, c'est un peu technique par rapport à la plongée. À cette profondeur, à plus de 200 mètres, quel était le mélange qui était utilisé avec de l'hélium ou avec de l'hydrogène, parce qu'on jouera l'hydrogène aujourd'hui, et quel était le temps de palier en fait après pour remonter? Alors le mélange, c'était de l'hélium, c'était 80% d'hélium, 6% d'oxygène, le reste d'azote. Et alors c'était quoi les paliers, c'est ça? Oui, le temps de palier total. Le temps de palier total, des heures. Non, je l'ai pas. En fait, le gros problème, c'est à 230, vu que j'étais sous terre. En fait, mon temps de palier total, il est rallongé dû à la topologie, en fait, pour ressortir. La plongée, elle a duré 6 heures à 230. Voilà. Bon, c'est principalement du palier, quoi, on est d'accord. Ouais. Et à 222, elle a duré 4h30. Et je suis descendue en 15 minutes, donc voilà, ça devait être 4h15 de palier. D'accord, merci. Enfin, de remonter. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment inspirant, tant par la diversité que la profondeur des sujets présentés. Une question un peu peut-être naïve, mais du fait de la diversité de ces objectifs et du fait de travailler par ces fameux epsilon, comment tu travailles pour simplement ne pas perdre de vue tes objectifs? Et parce qu'avec plein de petits pas, c'est très facile de trop s'éparpiller. Est-ce que tu as une stratégie pour le faire bien ou pour... Est-ce que tu le fais sur le tas, comme tu disais? Ouais, c'est une bonne question. Non, alors moi je suis extrêmement structurée dans le sens où j'ai vraiment un... Alors en parachutisme, on a des plannings d'entraînement, donc déjà ça aide beaucoup. En début d'année, j'ai mon planning d'entraînement, je sais quel jour je vais m'entraîner, quel jour je vais sauter, quand est la compétition. Alors c'est un rétro-planning par rapport à une compétition, bien sûr, hein, c'est ça qu'on fait. Et en fait, j'ai utilisé exactement cette méthode-là pour la plongée. C'est-à-dire que je me suis mis un objectif, je me suis dit, bon, dans 2 ans, ça m'a pris 2 ans pour préparer la plongée à 222, je veux faire plus de 200 mètres. Qu'est-ce que ça fait? Et j'ai travaillé comme ça en rétro-planning finalement. Et donc j'ai toujours un Excel avec mon planning de l'année en fait, pour savoir à peu près à quel moment je fais quoi, et garder ce fil. Ouais, tout à fait, il faut garder le fil conducteur et puis pas trop oublier l'objectif. Surtout, il faut le voir sur le calendrier, l'objectif. Je pense que c'est important ça. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup. Moi j'ai une question parce qu'on voit que vous avez un
des parcours qui sont incroyables à la fois du côté scientifique et du côté sports extrêmes. Et ma question, c'est est-ce que c'est possible de les rejoindre? Est-ce que vos compétences d'exploration en milieu extrême pourraient servir à des expéditions scientifiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou pas? Alors, oui, il y a plein de possibilités en fait à cette question-là. Alors déjà, il y a le côté plongée et plongée scientifique. Alors c'est vrai que moi, je suis pas, j'ai pas les diplômes de plongeur scaphandrier, donc techniquement, j'ai pas le droit de travailler sous l'eau. Donc, enfin voilà, faudrait les passer, etc. Bon, c'est pas impossible et ça serait vraiment intéressant effectivement à faire. Moi, j'ai plutôt discuté alors avec la marine française. Ils m'ont invité à Toulon, notamment quand il y a eu cette plongée à saturation en caisson à 250 mètres, plus pour échanger sur la manière dont moi j'utilise mes recycleurs, etc., pour que voilà, eux, ils puissent peut-être en faire quelque chose. Et après, alors côté exploration spatiale pour les relier, alors effectivement, et c'est au niveau du vol habité finalement qu'on voit vraiment les parallèles dans la plongée et dans l'exploration. J'essaye de le mettre en place. C'est honnêtement pas si simple que ça en fait. je vais être honnête. C'est pas si simple que ça. Moi, j'aimerais beaucoup parce que je vois beaucoup ces parallèles là. Et c'est des choses que je cherche activement à faire au CNES. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Désolée de faire une question, mais j'ai trop envie de savoir ce que vous répondez. Quand vous parlez de votre planification d'une année ou deux, ça me rappelle énormément des sportifs olympiques. Ça veut dire que vous préparez 4 années à l'avance ce que vous voulez faire avec nourriture, plan, vous voulez une heure concrète, vous êtes vraiment discipliné, il n'y a pas trop... Oui, pas à ce point-là, non. Vous voulez terminer la question peut-être? Non. Je me demandais est-ce que vous pouvez improviser, est-ce que vous pouvez manger ce que vous voulez ou c'est tellement fit et tellement planifié qu'il y a... Non, ça va. Après, c'est moi qui me l'impose en plus. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu moi qui choisis. Alors, mon planning d'entraînement, non, ça, c'est sûr que quand il faut que j'aille sauter avec mes coéquipières, il faut que j'y aille. Voilà, donc ça c'est imposé. Après, c'est moi qui choisis d'aller faire la plongée à un tel endroit. Et puis, honnêtement, si j'ai pas eu assez de temps pour me préparer, si je me sens pas prête, c'est pas grave, on décale l'objectif. Hein. Faut pas non plus. Alors, en fait, faut garder un objectif dans le sens, voilà, pour savoir vers quoi on travaille, justement, pour pas se perdre avec ces epsilons-là. Mais finalement, si le jour J, je me sens pas prête, je vais absolument pas aller à 200 mètres. Ça, c'est certain, parce qu'il y a de grandes chances que je ne revienne pas. Donc, à ce moment-là, je peux le décaler, l'objectif. Ça, c'est pas un souci. Non, je pense que je pense plus niveau macro, mais effectivement, alors nous, on n'a pas des cycles de 4 ans, on a des cycles de 2 ans en championnat du monde. Tous les 2 ans, on a un championnat du monde. Donc, en fait, quand on va s'engager avec une équipe, ça va être sur des cycles de 2 ans. Et en général, justement, la planification, elle est faite pour ça. On n'est pas du tout contrôlé sur ce qu'on fait en termes de sport, de nourriture, etc. Donc ça, c'est des choix personnels aussi. Donc le fait est que quand on arrive en entraînement, il faut tenir la route, quoi. Donc moi, j'ai quand même pu mettre en place des choses avec des coachs sportifs, etc. Et donc c'est un peu à eux que je vais leur dire, voilà, mon échéance sportive, elle est là et il faut que je me sente prête. Et après, c'est plus des choix personnels. Je vous donne l'exemple là. Aujourd'hui, je travaille avec, je suis en équipe avec en soufflerie, parce qu'on fait aussi de la soufflerie, beaucoup, un simulateur de chute libre. Et il y a des compétitions de soufflerie aussi. Et ça arrive au mois d'avril. Et en fait, là, je suis dans une équipe entièrement masculine. Je suis la seule femme. Et en fait, je suis beaucoup moins lourde qu'eux. Donc, il faut que je mette des ceintures de plomb pour chuter à la même vitesse qu'eux. Donc en fait, je me suis dit, non, en début d'année, en fait, je veux prendre du poids. Ouais. C'était bien, il y avait les fêtes, donc ça aide. Et après, il y a les championnats du monde en avril, la Coupe du monde, excusez-moi, en soufflerie en avril. Et après, je vais commencer à sauter avec mon équipe féminine. Sauf que là, c'est moi la plus lourde. Du coup, je vais devoir reperdre le poids. Donc après, je vais me dire, je vais reperdre 2-3 kilos, histoire pour qu'elles aient pas trop de plomb à mettre, quoi. C'est donnant. Donc voilà, mais c'est un choix personnel en fait. C'est moi qui vais me dire je vais faire ça et puis on va essayer de mettre ça en place, quoi. Voilà.
Bonjour. Vous nous avez demandé jusqu'où peut-on aller, mais si vous ne le savez pas, alors vous faites tout ça, je ne suis pas sûr que nous, on ait la réponse derrière. Du coup, j'aimerais vous la renvoyer, mais un peu différemment, et ce serait jusqu'où veut-on aller, puisque j'ai l'impression que finalement, une fois qu'on est freiné par les limites physiques, il y a les limites que nous, on se fixe finalement, et à l'heure où les limites sont à la mode, ou peut-être devraient être à la mode, on peut penser aux limites planétaires, aux limites en termes de matériaux, ou aux limites sur la santé humaine, vu que vous en avez parlé un peu. On se met quand même un peu en danger dans tout ça. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez? Vous pensez à... Est-ce que vous avez une limite? Il y a une mission qui serait celle trop absurde, elle va trop loin, elle n'a pas de sens en termes de ratio, énergie, ce qu'on découvre, etc. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je peux répondre sur plusieurs aspects. Alors, au niveau de la plongée, j'en ai parlé un petit peu, cet impact qu'on a dans nos explorations, en fait, où on essaye de ne pas impacter le milieu dans lequel on va. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie d'aller perturber un écosystème que j'ai jamais vu, en fait. Enfin, c'est totalement absurde. Et d'ailleurs, dans le spatial, on le fait aussi. C'est-à-dire que, par exemple, la mission Cassini, qui était en orbite autour de Saturne et qui a fait la magnifique photo là, de Titan, à la fin de sa mission, elle a été désorbitée dans l'atmosphère de Saturne pour éviter qu'elle aille s'écraser sur une des lunes où il pourrait y avoir de la vie. Donc il y a cet aspect-là de on va pas aller polluer non plus. Alors c'est vrai que Dragonfly, il va se poser sur Titan, il sera sur Titan éternellement, je ne sais pas, mais en tout cas pendant des milliards d'années. Mais on n'est pas en train de trop impacter cet écosystème non plus. Maintenant, on peut se poser la question des limites plus au niveau planétaire. Et je pense que c'est très important, et notamment avec le parachutisme. C'est pas un sport hyper intelligent, en fait. Hein. On monte dans un avion qui marche très bien et on saute. Enfin, je veux dire, voilà, et ça pollue énormément. Donc c'est vrai que là, il y a ces questions que la fédération, notamment, remet assez souvent sur la table. Et alors, on va justement travailler plus en soufflerie, par exemple. On va essayer de baisser nos ratios de saut et plus travailler en soufflerie pour compenser, pour sauter moins, pour polluer moins, finalement. Donc je pense que c'est ce genre de questions qu'il faut clairement se poser, effectivement. Alors, pour moi, personnellement, j'aime tellement l'exploration, et je trouve que c'est l'exploration, mais aussi en scientifique. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de tellement noble, acquérir ces connaissances, que ça devrait être l'exception. Voilà. Ponctuelle. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Claude, ce serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Sur l'exploration, sur Hubble, sur tout ça, sur la planète, voilà. C'est vrai que c'est des grandes questions. Oui, évidemment, des engins comme Hubble et Webb, c'est une forme d'exploration également. On n'est pas présent sur place, mais pour voir des galaxies qui sont à quelques millions ou des milliards d'années de lumière, c'est le seul moyen. Mais il y a aussi une très très grande noblesse là-dedans, il n'y a aucun doute. Bonsoir. Cher Gaël, merci pour cette présentation qui était inspirante et aussi très complète. J'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de me limiter à 2 d'entre elles qui sont liées. Je voudrais savoir quel est votre métier ou vos métiers que vous avez exercés dans l'Agence spatiale française, le CNES. Et par ailleurs, est-ce que vous avez l'ambition de rejoindre, vous qui êtes suisse, le territoire suisse pour aussi développer les sciences spatiales et l'exploration de l'espace au profit du territoire? Oui, alors donc les postes que j'ai eus, alors actuellement je suis responsable instrument sur Ariel. Ça, c'est vraiment l'intitulé du poste. Et responsable de l'approvisionnement des composants fluidiques pour Dragonfly. Donc les vannes, les tanks, etc., les réservoirs. Avant ça, j'étais juste ingénieur en propulsion. Voilà, propulsion chimique et propulsion électrique pour satellite. J'ai également été... alors, les noms exacts, c'est compliqué. Hein. Je faisais de la validation des logiciels de vol pour les satellites.
Donc c'est de l'ingénieur validation, voilà, on va dire ça. Et j'ai fait de la rentrée atmosphérique. Alors ça, c'était plus de la simulation. Donc ça devait ingénieur simulation des rentrées atmosphériques des étages lanceurs. Voilà, ça c'est vraiment les titres que j'ai eus. Alors à chaque fois, j'ai un peu changé partout. Et alors revenir en Suisse, alors franchement, je vais vous dire, aujourd'hui j'ai fait ma vie à Toulouse et j'adore cette ville, mais j'aime beaucoup la Suisse aussi, donc on ne sait pas en fait. Alors aujourd'hui j'ai pas de projet concret, mais on ne sait jamais. Voilà. Je me disais peut-être postuler comme astronaute suisse. Ah oui, pourquoi pas. Bonsoir, merci pour la présentation. J'aimerais savoir quelles sont les attitudes ou intérêts qu'on peut avoir justement à côtoyer les environnements extrêmes, qu'on parle de l'espace ou qu'on parle de la plongée profonde. Quand on parle d'environnement extrême, en fait, on parle d'environnement inhumain, ou que ce soit en bas ou en haut, on ne peut plus utiliser nos 5 sens comme on le fait sur la terre ferme. Et vous avez montré des photos de plongée profonde, je ne sais pas à quelle profondeur elles ont été faites, mais il y avait beaucoup de lumière. Or, on sait qu'à partir d'une certaine profondeur, il n'y a plus de lumière, et vous avez parlé justement de pas de possibilité de photosynthèse à ces profondeurs-là. Donc, quelque part, je me dis, est-ce que les gens, les humains en général, tout le monde pourrait faire ce genre d'activité, s'il y avait les moyens financiers, ou bien, quand on pense à l'exploration jusque sur la planète Mars, j'ai vu des photos d'environnement qui simulaient un petit peu l'environnement martien, en me disant que, oui, si c'est fait à Hawaï ou dans d'autres territoires relativement isolés, on peut toujours ouvrir une porte qui s'appellera un sas, et puis revenir à la terre ferme. Alors que je me disais, mais si on est en profondeur, et un monsieur a posé la question, combien de temps a-t-il été nécessaire pour remonter à la surface? Eh bien, on ajoute une difficulté, je dirais, psychologique ou mentale supplémentaire du fait qu'on ne peut pas ouvrir la porte du sas et remonter direct, et se retrouver dans un environnement humain, naturel. Donc, ma question peut-être à M. Nicolier, ou vous-même si vous le savez, est-ce que la NASA a prévu des activités en profondeur de longue durée pour simuler justement des environnements hostiles comme ceux qu'on pourrait retrouver lors du voyage vers Mars ou bien simplement sur le séjour martien? Est-on préparé psychologiquement à de telles conditions extrêmes, à la limite de la vie? Parce qu'il faut savoir, quand on parle de conditions extrêmes, sans équipement, on ne peut pas s'y frotter. Alors, je pense que ce qui... Claude, peut-être tu confirmeras, mais je pense que ce qui se rapproche le plus, c'est la base en Antarctique, à Concordia, à mon avis, en termes d'isolation. Parce qu'en fait, pendant 10 mois, ces personnes-là, elles sont totalement isolées. On ne peut pas accéder, on ne peut pas atterrir avec un avion là-bas pour aller les chercher. Et donc, l'ESA, notamment, elle fait des études. Peut-être que tu as été sur Concordia? Ouais. Non, moi je n'y ai pas été, disons, ça ne fait pas partie de la préparation des astronautes, mais il y a eu plusieurs personnes qui sont liées à l'ESA, des médecins et des psychologues qui ont passé un hiver complet, et même au-delà, dans la station Concordia, qui est un environnement qui est extrêmement isolé d'une part, et puis avec des conditions de température qui sont extrêmes, il faut le dire. Mais il y a également un entraînement qui a été mis en place par la NASA sous la mer. Ah oui, Nemo. Je ne me rappelle plus quel est le nom exactement, mais ils sont à l'intérieur d'une capsule sous la mer et puis ils font des, entre guillemets, sorties extravéhiculaires en passant par un sas. Et puis en allant explorer la région, étudier que ce soit les aspects minéraux, ou bien végétaux ou autres. Donc c'est une forme d'entraînement dans un milieu qui est déjà assez extrême, qui est utile pour la formation des astronautes. Nous ne l'avons pas vécu dans le cadre des projets de la navette spatiale, parce que nos missions étaient très courtes, mais pour les missions longues dans la station spatiale, il est bon d'être confronté à ces environnements extrêmes, que ce soit sous l'eau ou bien dans la région de l'Antarctique à très basse température, et puis où l'environnement est complètement différent, donc c'est toujours la nuit pendant 6 mois, et ensuite c'est le jour. Mais oui, ça rejoint la nuit effectivement éternelle qu'on peut avoir, ouais, tout à fait. Ouais. Merci.
Moi, c'était un petit peu lié à ça aussi, c'est toute cette préparation mentale, en fait. Quand on est à moins de 230 mètres sous la mer, comment est-ce qu'on gère son mental, comment on se prépare à rester, disons, en contrôle, voilà. Oui, alors en équipe de France, on a eu la chance de travailler avec une préparatrice mentale. Pendant 1 an ou 2, on avait vraiment travaillé, alors individuellement et après aussi en groupe pour la synchronicité, etc. C'était extrêmement intéressant. Donc on a eu beaucoup d'outils et je pense que bon, celui qu'on cite souvent mais qui est vraiment incroyable, c'est la visualisation. Donc en fait, moi, avant de plonger à 200 mètres, j'ai visualisé plonger à 200 mètres. Et j'ai visualisé en fait faire quand je faisais mes exercices de panne recycleur, alors le truc qu'on fait tous, mais tous les plongeurs recycleurs l'ont fait, mais là je m'imaginais être à 200 mètres. Je pense que c'était vraiment ça qui était important, de ne pas faire des mouvements rapides, de les faire lentement, et après en fait, le fait est qu'avec la plongée, ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller vraiment par étapes. C'est-à-dire qu'on va faire une plongée à 120 mètres, on va faire une plongée à 150, à 180, on va refaire 180. Et en fait, on y va vraiment étape par étape. Et finalement, ça donne énormément confiance. On sait comment on réagit aussi, on sait comment on se sent. On peut avoir des signes physiologiques qui peuvent nous venir, des fois oui, des fois non. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et non seulement physiologiquement, en fait, de descendre tranquillement en profondeur et de passer du temps dans l'eau, mais aussi pour cet aspect vraiment mental et psychologique, en fait, de se dire, bon, bah, là, j'ai fait 180, on peut tester 200, c'est que 20 mètres de plus, finalement. Voilà. C'est impactant, bien sûr, c'est pas la question, mais voilà. Bravo pour cette magnifique présentation et félicitations pour ton parcours absolument exceptionnel. Tu as parlé d'exploration, exploration spatiale, exploration sous-marine. Le PFL a un Space Center, mais pas de Scientific Diving Center. Est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité là derrière? C'est excellent. C'est marrant, tu es plongeur, non? C'est ça? Et en plus, il habite pas loin. Donc oui, non, mais ça serait intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai rencontré tout à l'heure des étudiants qui font des projets sur les mondes extrêmes, effectivement, et pour relier l'alpinisme notamment, l'hypobar, l'hyperbar, etc. Donc il y a des choses qui commencent à se créer ici, un peu interdisciplinaires comme ça. Donc ça me paraît très intéressant. Ouais. Oui. Ma deuxième question est moins philosophique que la première. C'est sur le record de plongée. En fait, un record de vitesse, on comprend que elle n'a pas pu courir plus vite. Le record de plongée, en fait, qu'est-ce qui vous empêche d'aller 1 mètre plus loin, 2 mètres plus loin, 3 mètres? Comment vous décidez? Oui, alors ça c'est une très bonne question. Alors sur les 230 mètres, comme je vous ai dit, il n'y avait vraiment pas plus profond. J'ai cherché, c'était le fond de la grotte. Hein. Là, la grotte continue. Alors pourquoi dans une grotte plutôt qu'en pleine mer? Elle monte. Oui, alors là c'était pour aller voir cette grotte aussi en fait. J'avais envie d'aller voir au fond, c'est peut-être juste cette envie-là en fait. Hein. Et après, alors pour être honnête, la plongée, ça va être un peu plus technique, mais la plongée en grotte, elle a quand même quelques avantages par rapport à la plongée en mer en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de courant, on n'a pas de conditions en mer, voilà, on peut se poser au fond. Si on a un problème, on a tout le temps à fond finalement pour faire nos paliers aussi. Voilà, donc il y a beaucoup d'avantages en fait à faire de la plongée, à faire des plongées profondes en souterrain. Et d'ailleurs, les 2 derniers records du monde masculin, ils étaient en souterrain. Et la question d'avant, pardon, c'était oui, par rapport aux 222 mètres. Par contre, en fait, c'est le chiffre, vraiment. En fait, parce que là j'étais en mer, donc j'aurais pu continuer. Et en fait, le précédent record féminin, il était à recycleur. Il était à 198 mètres, donc il était juste pas à 200. Donc moi, mon but c'était d'aller au-delà de 200. Je voulais quand même
rajouter 20 mètres, parce que rien que par respect aussi, hein, c'est pas juste je vais gratter quelques mètres et puis officiellement c'est moi qui ai le record, c'était pas ça l'idée, c'était vraiment de travailler vers les records masculins, pour être très honnête, hein, sans vouloir les atteindre, mais vraiment mettre une petite louchée quand même. Et donc ça m'a amené à 220, et je me suis dit bah, autant faire 222. Et je me suis arrêtée à 222,8 où j'ai vu mon ordinateur, j'ai fait oula, et on retourne. Voilà, parce que sinon, effectivement, j'aurais pu mettre quelques mètres de plus, bien sûr, mais c'était le chiffre, oui. Joli. Non, c'est juste pour vous remercier vraiment chaleureusement. Gaëlle, c'était fascinant. Et Claude aussi, merci d'avoir accompagné cette conférence. Je vous invite maintenant, et tous à vous tous aussi, d'être là. Bravo. Et je vous invite maintenant à venir continuer derrière. Donc il y a un petit apéro et puis on pourra continuer les discussions là-bas. Donc merci beaucoup et à bientôt. Je suis restée debout.